Au sommaire ce soir, y a-t-il détournement des primes des soldats guinéens qui reviennent de Kidal? Les accusations portées par le député Ousmane Gawal Diallo obligent la Grande Muette à sortir de son mutisme. Le directeur de l'information et des relations publiques de l'armée s'exprime dans ce journal. Les transports publics seront dotés de nouveaux bus et trains pour faciliter la mobilité des citoyens. Le ministre des Transports était face à la presse ce mercredi et il se veut rassurant. Et puis, comment se portent nos écoles publiques à quelques semaines de l'ouverture des classes? Tombent-elles en ruine, comme à l'accoutumée? Nos équipes de reportage ont fait le tour dans certains établissements publics pour comprendre. Bienvenue à toutes et à tous. Les bruits de son adresse à la nation couraient depuis la journée au palais Sékou Touré. Le chef de l'État s'est exprimé ce mercredi. Quoi qu'on dise, un pas vient d'être franchi dans le débat en cours sur la nouvelle constitution. Dans son allocution qui a duré environ 12 minutes, le président Alpha Condé a enjoint au Premier ministre d'entamer un dialogue inclusif avec tous les acteurs impliqués dans le processus. C'est à l'issue de ces échanges qu'il compte bien donner sa position sur l'avènement ou pas d'une nouvelle constitution. On écoute le chef de l'État. Nous avons fait depuis toujours le choix de la lutte pacifique pour la démocratie qui consacre la souveraineté du peuple appelé à être consulté aussi souvent que nécessaire, capable de se prononcer en toute âme et conscience sur ce qu'il voudrait ou ne voudrait pas. À cet égard, personne n'a le pouvoir ou le droit de se substituer au peuple et ne dispose de toute l'autorité pour parler, agir, décider en son nom et à sa place. Il ne m'appartient pas de trancher ou de choisir à la place du Guinéen. Avant toute prise de position personnelle, j'ai le devoir d'écouter tout le monde. Pour ce faire, j'insiste le Premier ministre, chef du gouvernement, d'initier des consultations avec les institutions de la République, les partis politiques, les syndicats, les organisations de la société civile, pour recueillir les avis des uns et des autres dans un échange ouvert sur les différentes questions, pour que le débat porte sur les arguments et les recommandations. Tout sujet peut être discuté dans une démocratie. Le Premier ministre, chef du gouvernement, en charge du dialogue politique et social, a toute ma confiance et tout mon soutien pour les consultations que je lui ai demandé de conduire. Je reste confiant dans ce dialogue inclusif, dont les délibérations pourront nous éclairer dans nos choix, répondre à toutes les interrogations, renforcer la confiance entre les acteurs et permettre sans doute à notre pays de poursuivre son chemin sur la voie de la démocratie et du progrès. Sur la tenue des élections législatives, le chef de l'État souhaite qu'elles aient lieu avant la fin de cette année. Il a à nouveau instruit au gouvernement et à la Commission électorale nationale indépendante de mettre tout en œuvre pour la tenue des échéances électorales avant décembre 2019. On écoute à nouveau le président Alpha Condé. Notre peuple a l'occasion de faire ses choix et d'exprimer sa volonté lors des élections. À ce propos d'ailleurs, j'invite tous les acteurs impliqués dans l'organisation des élections législatives à doubler d'efforts et d'ardeur dans le travail, à se mobiliser tous pour que les élections se tiennent dans le courant de cette année. J'engage le Premier ministre et le gouvernement à soutenir et accompagner la Commission nationale électorale indépendante CENI et les acteurs électoraux afin de créer les meilleures conditions de préparation et d'organisation des scrutins attendus dans notre pays. Ouverture ce mardi de la première édition du Congrès africain sur la sécurité et la santé dans les mines et carrières. Il était question d'analyser le contexte national de travail dans les mines et carrières, définir les stratégies d'exploitation des mines et carrières dans le strict respect du Code du travail et de l'environnement. La cérémonie a été présidée par le président de la République, Alseni Camara, Ibrahima Sori Camara. Plus de 250 officiels venus de 13 pays participent à ce congrès. Pour cette première édition, ces acteurs vont plancher sur le thème sécurité et santé dans les mines et carrières. L'Organisation internationale du travail, OIT, a rapporté que plus de 330 000 employés meurent chaque année dans des accidents qui se produisent dans les mines. Les multiples risques liés au bruit, aux poussières, aux vibrations, à l'utilisation d'engins dangereux et d'explosifs confèrent à ces activités une forte dangerosité. À cela s'ajoute l'exploitation des enfants, des migrants, mais aussi
des femmes, surtout dans les mines artisanales. Quoique le secteur minier représente un gros levier de développement, notamment dans l'emploi, la construction d'infrastructures. Les activités minières peuvent cependant avoir des répercussions négatives si on y prend garde, notamment en matière de détérioration de l'environnement, de la santé, de la sécurité des travailleurs et des populations. Relever ces défis aux impacts négatifs qui peuvent engendrer les activités minières sur notre continent passe nécessairement aujourd'hui par la recherche de voies et l'adoption de modes d'action privilégiant une exploitation rationnelle des mines, un développement durable de l'environnement, une protection du patrimoine naturel et d'autre part l'instauration de conditions de travail saines et de cadres de travail sécurisés. La nature, la protection de l'environnement, la protection des travailleurs restent donc indéniables pour le développement d'une nation, d'où la feuille de route réclamée par le président de la République avant d'attirer l'attention de l'interafricaine sur l'élargissement de ses membres aux pays anglophones et lusophones. Quand je vois la liste des pays, je ne vois que des pays francophones. Mais en Afrique de l'Ouest, il y a le Ghana qui est un pays minier. Il y a le Togo qui est un pays minier. Il y a le Libéria qui est un pays minier. Il y a la Sierra Leone qui est un pays minier. Pourquoi ils ne sont pas membres, Monsieur le Président? Ce congrès va durer 4 jours. Au-delà des panels, des conférences, la Guinée devrait abriter désormais le siège du secrétariat permanent du Congrès africain sur la sécurité et la santé dans les mines et carrières. C'était donc un reportage signé Alseni Bari et Ibrahim Mansouri Kamara. Les députés ont adopté le budget de la loi des finances rectificative. Ce nouveau budget se chiffre dans sa partie dépenses à plus de 23 221 milliards contre 22 313,39 milliards correspondant au budget initial en cours. Toutefois, l'ensemble des députés exhortent le gouvernement à l'augmentation des investissements et la mobilisation des ressources. Djibril Ba, Ibrahim Mansouri Kamara, explication. La loi des finances rectificative du budget de 2019 avant son adoption a obéi à plusieurs évolutions et contraintes. S'ensuit le débat entre députés de l'opposition et de la mouvance. Le budget dont il s'agit s'équilibre désormais à 23 221 milliards 979 464 075 francs guinéens. La santé a été le secteur le plus favorisé avec un budget de 8%. Il suffit de noter que dans la ventilation des dépenses, les services généraux des administrations publiques prennent 20,85%, la défense 7,59%, l'ordre et la sécurité publique 2%. Le budget rectifié a connu l'augmentation des recettes, notamment l'encaissement du produit de la vente de la licence d'exploitation 4G à la société Orange Guinée pour un montant de 90 millions de dollars. Aussi, la conclusion de la revue du programme de la facilité élargie de crédit indique le rapport de la Commission Finances. Toutefois, les députés sollicitent que ces avantages conduisent à la construction des infrastructures, précisément les routes. Lancer les travaux de construction de la route Koya-Mamoun-Dabola, qu'après 1 an et demi, les travaux n'ont pas encore démarré. Cela nous rappelle le lancement de la route Koya-Fourkaria, Monsieur le ministre du Budget, qui tarde encore à démarrer. Nos préoccupations sont les mêmes. Nous voulons d'une Guinée forte, d'une Guinée de mieux en mieux gérée et d'un développement qui soit effectif au regard de l'importance de notre potentiel de développement. Le ministre du Budget souligne que tout cela n'est possible qu'en procédant à des études des projets avant exécution. Au niveau des conférences budgétaires, les gens se disent, ils se rappellent, non, on doit construire telle garnison militaire, on doit construire telle route, on doit faire tel. L'assainissement, revoir le cadastre foncier. Mais en réalité, la chose primordiale qu'il faut faire, ce sont les études. Il faut qu'on évalue les coûts d'abord. Ça doit coûter combien? Quelles sont les diligences avant de penser à l'inscription budgétaire? Sinon, qu'est-ce qui arrive? Vous avez rempli un papier pour faire l'inscription budgétaire. À la fin, la mise en application, vous n'avez aucune étude sous la main.
Le budget est donc adopté, mais la baisse des recettes minières, des dépenses d'investissement, du pouvoir d'achat et le manque de logements sociaux sont autant d'aspects pour lesquels les élus invitent le gouvernement à s'y atteler dans les prochains jours. Venons-en à présent à cette polémique. Le ministère de la Défense nationale effectue-t-il des ponctions sur les primes des soldats guinéens envoyés à Kidal au compte des Nations Unies? Le député de l'UFDG reste droit dans ses bottes. Il soutient mordicus que 400 $ sont soustraits des primes que reçoit chaque soldat du contingent guinéen envoyé à Kidal. Ousmane Gawal est au micro de Djibril Ba. Il est de la responsabilité du représentant du peuple de vouloir différencier le bien fondé ou de la rumeur. Et il me semblait que c'était mon devoir d'interpeller le ministre sur cette question, qui est resté très évasif. Il n'a pas dit exactement si c'était vrai ou faux. Et il dit que chaque centime est payé à... Très bien, je veux dire simplement, ils viennent de relancer le débat sur l'espace public. Ce qu'il faut déplorer, c'est que devant les députés, on peut relancer la question. Nous ne devrions pas avoir ce débat par médias interposés. Il y a une commission de défense et sécurité dans laquelle je suis vice-président. Quand je pose des questions, le ministre doit pouvoir réagir instantanément pour qu'il y ait un dialogue qui permet de clarifier un certain nombre de choses. Il y a beaucoup de choses qui restent en suspens. Il y a eu, oui ou non, des remous dans une compagnie qui était déployée à Guingamp. Il y a eu, oui ou non, une privation de l'ensemble des 850 éléments de leur prime de démobilisation. Tout l'argent est versé. C'est combien? Nous, notre question, c'est ça. Est-ce que c'est vrai que c'est 1428 $ qui sont versés à chaque militaire? Ils n'ont qu'à nous dire le montant. C'est très important parce que quand ils disent le montant, on peut aller au niveau des Nations Unies vérifier. Et on peut vérifier au niveau des bénéficiaires. Mais s'ils disent on ne touche rien, sur combien? C'est ça la question. Au ministère de la Défense, c'est un tout autre son de cloche. Le directeur de l'information et des relations publiques de l'armée rejette en bloc les propos du député de l'UFDG. Il a ensuite indiqué que le gouvernement guinéen a ouvert au compte de chaque soldat des bataillons un compte dans une banque pour mieux gérer les transferts des primes. Ouminatou Yakouba Traoré, c'est ce reportage. La Guinée ne prélève aucun centime des primes octroyées aux soldats guinéens déployés au Kidal. C'est la réaction d'Alagi Selou Camara suite aux révélations du député uninominal de Gawal faisant état d'un prélèvement de 400 $ sur les primes de chaque soldat de la MINUSMA. Mieux, la Guinée est le seul pays africain à payer mensuellement l'intégralité des primes en devises alors que l'ONU procède à des virements trimestriels, indique le directeur de la DIRPA. Il n'y a ni retard ni retenue sur les primes des soldats guinéens qui sont déployés à Kidal. La Guinée est le seul pays déployé au sein de la MINUSMA qui octroie, qui verse donc à ses soldats des devises. C'est-à-dire, tous les autres pays, les soldats sont rémunérés en monnaie locale. Alagi Selou dit ne pas accorder d'importance au dire d'Ousmane Gawal à partir du moment où le député ne dispose d'aucune preuve des allégations qu'il avance. Je ne connais pas ses sources, mais je pense que puisqu'il a employé le conditionnel, c'est à nous de démontrer peut-être que c'est une fausse information qu'il a reçue. Selon le directeur des informations et des relations publiques de l'armée, le gouvernement guinéen a procédé à l'ouverture d'un compte bancaire pour chaque soldat guinéen des bataillons Gangan. Il serait le seul gestionnaire de ces comptes. Le ministère de la Défense, une fois que les comptes sont créés, n'a aucun droit de regard sur ces comptes-là. Et que ces comptes sont gérés exclusivement par les ayants droit. Parce que ce sont des comptes personnels, ce sont des comptes privés. Nous n'avons pas accès à ces comptes. Au-delà de la valeur du montant, ces soldats reçoivent ces primes avec un grand honneur pour avoir accompli leur mission à la satisfaction des mandataires, a conclu le premier responsable de la DIRPA. Bientôt, les transports publics seront dotés de nouveaux bus. Des nouveaux trains pour le transport urbain, de grandes réformes sont annoncées dans le secteur des transports pour le bien-être des citoyens. C'est l'assurance qu'a dégagée au cours d'une conférence de presse tenue ce mercredi le ministre des Transports, Aboubakar Sylla. Abdraman Ba, El Haj Aliouba pour le compte-rendu.
Le transport urbain, un véritable calvaire pour les citoyens guinéens. Le ministre des Transports en est conscient et des mesures viennent d'être prises pour y remédier. Pour le déplacement des populations de Conakry, à court et moyen terme, d'utiliser de plus en plus le train pour le transport de passagers. Au niveau de la ligne de chemin de fer qui existe, CBK, il est prévu un doublement de cette ligne pour permettre d'avoir comme train, je vais vous donner quelques chiffres peut-être, le réseau de Conakry Express, on a prévu sur les 36 km qui séparent Conakry donc de Kagbele, on prévoit qu'il y ait 17 rames de 8 voitures, qu'il y ait 43 trains par jour et qu'il y ait 2400 passagers par train. Si ce projet se réalise, on aura plus de 200 000 personnes que cette ligne de chemin de fer pourra transporter par 24 heures. Mais l'heure n'est pas encore à la fête, car ce ne sont que des projets en perspective. Ce rêve est certes inespéré pour certains, au vu des grandes promesses faites aux Guinéens, mais avec ce train et ces bus, c'est un ouf de soulagement qui s'annonce pour les citoyens. Alors, côté du transport par train, nous avons prévu ce qu'on appelle le BRT, c'est le bus rapide transport. Le métrobus, c'est une infrastructure qui est dédiée exclusivement aux bus, qui est totalement fermée à toute autre circulation et qui permet à des bus d'aller et de venir sans intersection avec d'autres types de véhicules, de manière à ce que les rotations soient extrêmement rapides. Nous avons 60 bus articulés qui sont prévus. Nous avons signé un contrat avec Alberac déjà depuis 1 an. Désormais, les Guinéens ont les yeux braqués sur les activités de ce département et attendent impatiemment l'arrivée de ces moyens de transport. Et puis, cette question, quelle unité des services de sécurité a-t-elle provoqué la mort d'Alpha Bangoura à Kaporo? La police, la gendarmerie ou les services du colonel Thieboro? Ce mercredi, Mamadou Saliouba et Aloussène Kamara sont allés à la rencontre des victimes qui sont aussi des témoins et elles ont leur petite idée. Moi j'étais assis, mon gars était là, tu l'as vu. Ibrahima Keïta a échappé de justesse aux forces de l'ordre. Il est l'une des rares personnes à partager un dernier moment avec Alpha Bangoura, décédé ce lundi des suites de noyade. Tous deux étaient assis sur ce banc lorsque les agents ont fait irruption. La brigade antidrogue, rassure-t-il. Moi j'ai vu antidrogue, Lansabouine, Coléa, j'ai vu ça. Il y avait 4 de la Guinée, l'air pick-up, noir. Pour se sauver, Keïta a dû escalader plusieurs murs. Il nous montre l'endroit d'où s'est jeté à l'eau son ami, Alpha Bangoura, Aoulo pour les intimes. De là, tout le monde l'a observé mourir. Pour Ibrahim, comme pour Oumar Keïta, battu par les agents, dit-il, la brigade antidrogue est l'unique responsable. C'est antidrogue. Ce n'est pas une autre personne des armées dit. C'est antidrogue qu'ils ont tué le grand. Alpha Bangoura a bien une physionomie douteuse. Mais pour ses amis, il n'était qu'un revendeur de chaussettes, de chaussures et de vêtements. Certains parmi eux le pleurent toujours. La brigade antidrogue a-t-elle expressement laissé mourir leur ami? Le chef de quartier parle toujours au conditionnel. Et j'ai dit, il semble que je n'étais pas sur les lieux. On me dit que c'est la gendarmerie, on me dit que c'est le BAC, on me dit que c'est antidrogue. Entre les deux, je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais après ces informations, après la mort d'homme, le chef, c'est toujours le chef. J'ai aussi fait mes investigations pour connaître de quoi il s'agit et qu'est-ce qui s'est passé. Et ces informations ont remonté, d'information en information. Il a été avéré que c'est la voiture numéro 2 de l'antidrogue qui est passée sur les lieux. Le doute sur l'unité qui est intervenue est-il levé? Aucune enquête n'est encore lancée pour punir les coupables. Culture à présent pour changer de registre avec l'artiste sénégalais Didier Awadi qui est arrivé à Conakry ce mercredi. L'objectif de sa visite est d'officialiser un partenariat avec Espace TV. Cette coopération consiste à produire des émissions à dimension africaine depuis son studio central à Dakar, des contenus qui seront par la suite diffusés sur Espace TV. Rosaline Goto Monemou, El Hadj Alioubar.
Cette visite de 72 heures s'inscrit dans le cadre d'un partenariat avec la Télé-Espace. L'artiste Didier Awadi compte produire des émissions qui seront diffusées sur Espace TV. Il trouve qu'il a la même vision que le fondateur de Adafo Media. On s'est vu à Dakar et on s'est dit il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas travailler ensemble. Travailler ensemble, c'est-à-dire nous produisons du contenu, c'est-à-dire des émissions, quel que soit beaucoup de types d'émissions. Et aujourd'hui, ils sont devenus les plus gros diffuseurs, en tout cas la première chaîne en Guinée. On a la même philosophie avec le frère Lamine Guirassi. On s'est dit, écoute, on va mettre ça en pratique, montrer qu'on peut travailler ensemble et que les frontières ne nous arrêteront pas. Pour cette première expérience, le studio de Didier Awadi prévoit la production de 30 émissions de contenu africain qui seront diffusées sur Espace TV les jours à venir. Le partenariat entre Espace et le studio Sankara, ça va être des émissions déjà dans un premier temps, une série de 30 émissions qu'on va livrer tout à l'heure à Espace et qui vont commencer à passer sur la grille de Espace, en tout cas pour la nouvelle grille qui va de cette année en tout cas. Et je suis très content qu'on puisse enfin faire ce partenariat parce que le travail qu'Espace fait par rapport à la liberté d'expression, par rapport à décomplexer les mentalités, à décoloniser l'information, pour moi c'est très important. La vision de Didier Awadi est de diffuser des émissions de contenu africain sur des chaînes africaines. Les violences xénophobes prennent des proportions inquiétantes en Afrique du Sud. 5 morts, des boutiques et magasins incendiés, ce sont entre autres les conséquences d'une série de saccages des biens supposés appartenir à des étrangers. Plusieurs arrestations ont eu lieu dans certaines villes du pays. Cette descente aux enfers de la nation arc-en-ciel suscite des réactions en Guinée. Ce mercredi, nos reporters Al-Gassimou Yaliba et Abouakar Din Kamara ont rencontré l'administrateur du site d'information générale guinématin.com et un historien qui ont tous deux condamné ces violences et appelé à l'arrêt des violences. Ces violences que le pays de Nelson Mandela a enregistrées cette semaine ont indigné plus d'un à travers l'Afrique et le monde. L'incompréhension est d'autant plus grande que ces meurtres et violences qualifiées de xénophobie se déroulent dans un pays qui a déjà connu une expérience douloureuse il y a plusieurs années maintenant. L'apartheid et ses conséquences sont encore dans la tête de plusieurs Africains qui ne cessent de s'en souvenir. En Guinée, ce journaliste condamne avec la dernière énergie ces agissements. Ce n'est pas normal qu'un État, qu'un gouvernement laisse des compatriotes attaquer leurs frères, quelquefois des voisins, des Zambiens et autres. Pour ces observateurs avertis, la responsabilité se situe en grande partie au niveau politique. C'est au niveau politique. Je pense que les politiques utilisent ça quelquefois pour faire passer, pour faire accepter leur incapacité à résoudre les problèmes. On fait souvent croire que si ça n'a pas marché, c'est parce que tel ou tel on fait ci ou ça. La faiblesse aussi du gouvernement sud-africain, qui doit prôner la paix et l'égalité entre tous, protéger la vie des migrants qui y viennent, parce qu'ils ne viennent pas pour le tourisme. Mais l'historien a aussi une autre explication concernant ces violences entre frères africains. Sociologiquement, quand on étudie le peuple sud-africain, c'est un peuple mosaïque, composé aujourd'hui de plusieurs couleurs, d'où leur nom, la nation arc-en-ciel. Chacun défend une cause précise. Chacun défend un intérêt particulier. Malgré tout, Nuhu Baldé prône la paix. Il indique que la vengeance n'est pas la solution. C'est vrai, il y a assez de victimes, mais il y a d'autres aussi qui sont là, qui se font aider par des Sud-Africains, qui vivent là, qui ne souhaitent pas rentrer forcément et qui pensent que le problème, on peut le régler. Plusieurs étrangers de nationalités différentes sont actuellement dans la crainte d'être les prochaines victimes. Et puis retenez que les orientations dans les institutions d'enseignement supérieur, technique et professionnel public débuteront le vendredi 6 septembre 2019 et se poursuivront jusqu'au lundi 16 septembre 2019 à minuit sur le site de Guipol.
Le communiqué de presse précise que le moyen de paiement des frais d'orientation est exclusivement électronique via MTN Mobile Money ou Orange Money. C'est le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique qui porte cette information à l'intention des bacheliers de la session 2019 ainsi que ceux non orientés des sessions 2017 et 2018. Restons dans le secteur éducatif pour souligner également que la rentrée scolaire session 2019-2020 est prévue pour le 3 septembre. Information rendue publique par le ministère de l'Éducation. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions d'information. Et puis cette question, quelle image projettent nos écoles? Comment se portent les établissements d'enseignement public après plus de 2 mois de vacances? Ces écoles primaires qui doivent accueillir les élèves dans quelques jours ou semaines ont-elles fait leur toilette? Al-Gassim Yelouba, Ibrahim Souman ont sillonné ce mardi plusieurs écoles de la capitale. C'est le focus du jour. Collège Dr Lansana Beavougui, un établissement scolaire dont l'édifice date du temps de la Révolution. Sans entretien régulier, le temps a finalement eu raison de lui. Toiture, murs, tout est délabré. Ce collège qui reçoit chaque année plus de 1700 élèves bat un record aujourd'hui. Non pas celui du meilleur établissement ou celui qui réalise le meilleur taux de réussite au brevet d'études du premier cycle, mais il se classe en tête de liste des établissements les plus vétustes de la commune de Matoto, selon les propres termes d'un de ses encadreurs. Alors si l'État n'intervient pas pour aider cette école-là, d'un moment à l'autre, les murs vont s'écrouler parce que les murs sont effrités. Les tours, n'est-ce pas, sont devenus vétustes. Partout ça suinte en saison hivernale. Au-delà de cette image peu reluisante que ce collège offre aux visiteurs, d'autres difficultés s'y ajoutent. Ensuite, le problème, n'est-ce pas, de toilettes, mais aussi le problème d'eau. Et pendant la saison sèche, il fait extrêmement chaud, n'est-ce pas, dans les classes. C'est pourquoi, des fois, on est obligé de chercher de l'eau dans les bidons. Comme ça, quand il fait très chaud là, on laisse les enfants se désaltérer au moins pendant que les enseignants sont lents, n'est-ce pas, les cours. D'abord, cela est dû à la bassesse, n'est-ce pas, de la toiture. Dans de telles conditions, difficile pour les élèves de tirer le meilleur de ce qu'on leur enseigne. Conséquence directe, le collège enregistre l'un de ses pires scores au BEPC session 2018-2019. Sur 450 élèves présentés, il y a eu 85 admis, dont 4 filles. C'est un score vraiment qui n'est pas apprécié. École primaire franco-arabe Simbaya 2 dans la commune de Ratoma. Elle partage la même clôture que le cimetière. Pas d'eau, pas suffisamment de tables bancs. Enseignants et élèves comptent sur la population voisine. Bon, nous n'avons pas de l'eau. Nous n'avons qu'un puits que vous voyez derrière vous ici. À partir du mois de mars, le puits là ne fonctionne pas. Il faut qu'on appelle certains parents qui nous envoient des bidons. Et dès qu'il y a une citerne d'eau qui sonne par là, on profite pour mettre de l'eau dans ces bidons afin qu'à chaque fois qu'il y a la récréation, les enfants puissent boire et qu'on mette un peu aussi dans la douche du directeur. Malgré tout, son directeur compte bien entamer la prochaine année scolaire dans les normes. Ici, nous préparons l'ouverture des classes. D'abord, on commence par le nettoyage de l'école. Bon, après, quand il y a les tables bancs gâtés, on répare ça aussi. Cet enseignant pense que d'autres problèmes, et pas les moindres, sont à combattre. Les écoles franco-arabes sont marginalisées, sont vraiment marginalisées. Plus loin, à Simbaya 1, cette école primaire a connu ces mêmes difficultés il y a 2 ans, jusqu'au passage d'une équipe de journalistes. Son directeur se souvient bien de ce moment où l'école manquait presque de tout. Mais après le passage de ces hommes de médias qui ont fait un reportage sur l'école, ils ont bénéficié d'une aide qui leur a permis de renouveler l'établissement. Aujourd'hui, vraiment, nous sommes très fiers, nous sommes très contents de ce que l'État a apporté comme aide. L'espace aussi a contribué. Vous avez contribué, bon, nous vous remercions beaucoup parce que c'est quand vous dénoncez le plus souvent, ça tombe dans les bonnes oreilles et le plus souvent les gens répondent. Ici, tout est prêt et la direction dit n'attendre que le coup d'envoi pour la reprise des cours dont la date n'est toujours pas officiellement fixée.
La chance que l'école primaire Simbaya 1 a eue il y a 2 ans, c'est aussi ce que le principal du collège Lansana Biavougui espère en prenant son temps pour mettre à nu l'état de dégradation très poussé de son établissement. À la direction communale de l'éducation de Matoto, le premier responsable n'a pas accepté de se prêter à nos questions. Voilà, c'est ce focus qui m'est fait en ce grand rendez-vous d'information. C'est avec une joie esquisse que je voulais présenter. Merci à la section technique et à la rédaction d'Espace TV. À demain pour un autre point sur l'actualité sur Espace TV, la télé de notre planète.